Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure Delarrivière, directrice de la communication chez Gatewatcher, et je reçois Charlie Perrault, chef du service high-tech média startup aux Échos, qui observe et décrypte les évolutions de cet écosystème depuis plusieurs années. Il y a quelques années, Emmanuel Macron déclarait « I want France to be a startup nation ». L'écosystème français de l'innovation a d'abord connu une ascension fulgurante, explosion du capital risque, multiplication des licornes, émergence et développement de hubs comme Station F ou la French Tech 120. Pourtant, depuis 2 ans, le paysage semble avoir évolué. Ralentissement des financements, pression réglementaire accrue et nouvelle dynamique sociétale. En 2025, le vent entrepreneurial a-t-il changé de souffle ? Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com, catégorie podcast. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute. Bonjour Charlie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, avant de plonger dans les enjeux qui traversent l'écosystème tech, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour revenir sur ton parcours, parce qu'il éclaire aussi le regard que tu portes aujourd'hui sur ce milieu. Alors, après des études de journalisme, tu as rapidement fait tes armes dans la presse spécialisée, d'abord chez Alliancy Le Mag, puis au Journal du Net, et avant de rejoindre Les Échos, où tu es actuellement chef du service tech, média et start-up. Tu proposes des formats très variés, comme le Pitch Startup, une newsletter LinkedIn hebdomadaire sur le décryptage de la French Tech, ou encore des posts hebdomadaires sur les femmes entrepreneurs. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser puis à te consacrer au monde de la tech ? Qu'est-ce qui a été ton déclic tech ? Ça a été un peu par hasard parce que donc quand je cherchais une alternance en fait dans le journalisme et que j'avais pas trop de réseau, j'ai tout bêtement cherché sur Twitter ce qu'il y avait sur le marché et je voulais pas me lancer dans des grands médias tout simplement parce que j'avais un peu peur, et donc je suis tombée sur Alliancy dont tu as parlé et qui cherchait quelqu'un en alternance. Il venait de monter ce média, qui était un magazine sur la transformation numérique. Puis on a été en 2013 quand même, donc on commence évidemment à bien parler de ces sujets, mais je trouvais ça intéressant de décrypter tout ça, que ce soit de point de vue des grands groupes et aussi des startups, même si je me focalisais quand même pas mal sur les startups. Et puis finalement, en bossant sur ces sujets, je me suis dit que c'était quand même hyper varié. T'avais plein de nouveaux acteurs qui arrivaient tout le temps, et c'est pour ça qu'après je suis restée finalement dedans, tu vois, au fil de mon parcours que tu as décrit jusqu'à aujourd'hui aux Échos. T'es tombée dedans, quoi. Voilà, tout simplement. Quels critères est-ce que tu utilises aujourd'hui pour distinguer les informations pertinentes et les discours promotionnels ? J'imagine que tu as beaucoup d'entreprises qui s'adressent à toi avec toujours la super info qu'il faut absolument promouvoir. Comment est-ce que tu fais la part des choses ? Après, c'est avec l'expérience. Moi, ça va faire quand même 10 ans que je suis à peu près les startups de près ou de loin, et à force de recevoir plein d'infos, de rencontrer plein de gens, tu commences à savoir que cette boîte, il y en a 50 qui ont déjà fait ça. Cet entrepreneur, lui par contre, il a déjà créé 3-4 boîtes, donc il y a vraiment il sait de quoi il parle. Donc tu arrives, et puis alors les gens qui marketent trop un petit peu leur start-up, tu sens que c'est un peu too much, mais c'est quand même franchement, je vais pas mentir, c'est de plus en plus difficile quand même d'arriver à un petit peu à déceler aussi ce qui est hyper tu vois dans la com, parce que alors j'ai plus le chiffre, je voulais regarder avant de venir ici, évidemment j'ai oublié, mais tu as je sais plus, peut-être 2 communicants ou 3 communicants pour un journaliste aujourd'hui. Donc en fait, tu as des armées de gens qui sont payés pour rendre les boîtes super cool, shiny, etc. Et alors on a le temps de creuser de temps en temps, mais il y a des jours où on n'a pas le temps parce que on a tel actu qui tombe, tel truc problème à gérer, ce qui fait que des fois on peut quand même se faire entre guillemets un petit peu avoir. Ouais. Mais après c'est pour ça que j'essaie de m'entourer d'une super équipe pour qu'elle puisse se spécialiser après, tu vois, sur certains sous-secteurs dans la tech, et éviter justement d'avoir ces problèmes et d'être vraiment très pertinent. Et investiguer un petit peu, quoi. Exactement, quand on a le temps, oui. Et alors tu parles de communication, justement, il y a de plus en plus de canaux de communication, t'as les podcasts, t'as LinkedIn qui est devenu vraiment un réseau de communicants. Comment est-ce que le rôle du journaliste évolue pour offrir une valeur ajoutée et maintenir une analyse critique, justement ?
Notre rôle, c'est toujours le même, c'est de sortir des informations, c'est tout, tout bêtement. Mais c'est vrai qu'on est devenu un peu plus touche à tout, forcément, puisque on va pas forcément nous demander de faire 50 000 formats différents. Mais tu mentionnes notamment les réseaux sociaux. Nous, on est très encouragés aux Échos, par exemple, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de médias, de promouvoir de faire des choses avec notre profil à nous et pas via le profil du média, tu vois, des Échos. Ils veulent vraiment qu'on se forme. D'ailleurs, nous, on a des formations avec LinkedIn parce que c'est vraiment le réseau social sur lequel, nous, on est le plus pertinent. Donc, tu as déjà cette partie-là. Ensuite, il y a tout ce qui va avoir les podcasts. Tu en parlais aussi. Nous, on a un podcast aux Échos qui s'appelle, par exemple, La Story. Et c'est vrai que tu as amené de temps en temps, quand le journaliste choisit un sujet, si ça va être un sujet startup, il va m'appeler et on va co-créer un petit peu l'épisode ensemble, même si c'est quand même lui qui fait 90% du travail. Et voilà, donc en fait, il y a plein de petits formats sur lesquels on est autour, en fait, un petit peu comme les journalistes. T'as aussi un service vidéo qui maintenant fait pas mal de formats, ce qu'on appelle les secret sauce. Donc les super boîtes qui cartonnent. Tu vas voir le business drama, donc les boîtes qui vont moins bien. Et à chaque fois qu'il y a pareil, un sujet, tu vois, par exemple là, on a fait un secret sauce sur Alan, l'insurtech française. Ils m'ont demandé de les aider sur quelques contacts. Parfois, on peut apparaître aussi en vidéo. Donc en fait, on est devenu un peu entre guillemets touche à tout en étant toujours sur nos sujets quand même de prédilection. Et alors, comment est-ce que tu concilies la nécessité d'être réactif face à l'actu et puis le besoin aussi d'avoir une analyse approfondie et contextualisée des sujets? Ouais, ça c'est un casse-tête. Parce que ça dépend quoi, parce que en start-up on arrive beaucoup plus à prévoir. Moi je trouve que c'est une chance parce que la plupart des annonces sont sous embargo, tu vois, donc on a le temps, tu en es prévenu une semaine avant, donc ce qui fait que même c'est quand même de l'actualité, mais n'empêche que c'est de l'actualité froide puisqu'on le sait bien avant, donc ce qui nous permet d'appeler d'autres gens, de bien cerner le sujet. Après t'es pas dans l'actu tac où le matin tu te réveilles, il se passe quelque chose, mais ça arrive de toute façon de temps en temps parce qu'on peut pas tout savoir, donc c'est bien, ça nous permet en plus après de sortir d'autres angles, de dire tiens je vais plutôt sortir une analyse sectorielle en plus sur cette start-up, etc., de faire un portrait au final de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse, donc c'est pas mal. Et le côté plutôt moi qui je dirige aussi la partie tech, donc là les big tech et etc., les ESN, les télécoms, tout ça, où là t'es vraiment plus dans la réaction à chaud, mais ce qui n'empêche pas de dire à un moment oh là il y a cette info, peut-être que je vais peut-être plutôt décrypter ce qui se passe plutôt que de recracher bêtement ce qui vient d'être sorti, ce que tous les médias peut-être vont faire, et nous on va apporter le côté plus analyse, et nous c'est la marque un peu de fabrique des Échos, c'est toute la partie vraiment décryptage, analyse, on est plutôt en tout cas apprécié par nos lecteurs. Très apprécié. Alors, tu es en première ligne pour observer les dynamiques financières qui structurent l'écosystème startup, les levées de fonds, les fusions-acquisitions, les reconfigurations stratégiques. Et l'argent n'est pas le seul carburant. C'est souvent un révélateur de priorité d'un secteur. Donc, comme on disait tout à l'heure, après l'élection de Macron en 2017, on a observé une véritable dynamique en faveur de l'innovation et des startups. Il y a eu beaucoup d'annonces, de levées de fonds, d'annonces de licornes qui ont été faites. Par exemple, Macron avait pour objectif d'atteindre 100 licornes françaises à horizon 2030. Je crois que le compte va pas y être. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, il avait cité d'ailleurs Gatewatcher en 2020 comme future licorne. On n'y est pas encore, mais bientôt. Et puis bon voilà, les dernières annonces en matière de licorne, il y a eu Mistral AI, Pigment, Penny Lane, Vercor en 2024. Or, depuis 2 ans, on observe quand même un freinage brutal en France et en Europe. Tu mentionnes dans tes analyses que les défaillances des startups ont bondi en 2024 en France et en Europe, mais que les USA ne sont pas en reste, parce que les faillites ont augmenté de 15% en 2024. Comment est-ce que tu expliques ça ? C'est assez simple. Déjà, il y a eu une période où tout est parti un peu à volo, 2020-2021, parce que on sort avec le Covid, tout le monde a découvert un peu le digital. On a plein d'entreprises ont dû se digitaliser, et pour se digitaliser, sont souvent passées par des services tech, des startups. Donc tu as eu ça, ce qui fait que ça a créé un engouement pour les startups. Les investisseurs ont ouvert les vannes en disant ils ont vraiment mis un
paquet d'argent. Enfin, c'est dingue, et à des valorisations qui étaient complètement délirantes. On a vu Zoom aussi, notamment en bourse, qui a complètement explosé. Des startups plutôt dans le privé, des Doctolib, etc., qui ont pu relever la dernière levée de fonds de Doctolib 500 millions d'euros. Donc voilà, ça a fait beaucoup d'argent dans la machine, et ce qui fait que début 2022 à peu près, il y a un moment tout ça ne peut pas aller plus haut, donc il y a une hausse des taux, et ce qui fait que quand tu as une hausse des taux, les investisseurs, donc des fonds d'investissement, donc les gens qui sont encore au-dessus, c'est-à-dire les institutionnels, donc les banques, les assurances, ça peut être les fonds de pension, voilà, tous ces gens qui mettent l'argent dans les fonds, ils avaient moins d'intérêt à le mettre, puisque les taux sont plus hauts ailleurs et sont moins risqués, donc tu préfères mettre de l'argent qui te fait 4-5% et qui bouge pas, et tu sais que tu vas récupérer ton argent. Donc tu te dis pourquoi je vais mettre l'argent dans du capital risque, où je me dis que j'ai quand même une chance sur 10 de le récupérer. Ouais. Grosso modo, les chiffres sont pas exacts, mais c'est pour qu'à peu près les gens comprennent. Donc forcément, ça a complètement ralenti alors que ça fois les levées des fonds de capital risque et les levées ensuite des startups. Et là, les fonds ont complètement changé aussi de discours pendant les 5 années précédentes. C'était allez, les startups, faut hyper croissance, faut recruter. Mais en même temps, ils avaient tellement d'argent, donc fallait bien qu'ils, entre guillemets, le dépensent. À un moment, on était à ce niveau-là. C'était même plus de l'investissement, c'était de la dépense. Et après, il y a moins d'argent, donc les fonds disaient non, maintenant va falloir, on arrête là les recrutements, ou on vire des gens. En France, c'est un peu plus compliqué quand même que en Europe et aux États-Unis. Et donc, ce qui fait que ça a complètement, changé complètement l'écosystème qui a découvert des mots comme rentabilité, EBITDA et tout, comme des entreprises un peu normales. Et depuis 2022, ça c'est pas, tu vois, les taux pas rebaissé, etc. Donc, on est sur un entre-deux. On est un peu, en fait, un retour à la normale, ce qu'on avait oublié, en fait, avant 2020, quoi. Tu regardes à peu près les niveaux des levées, on retrouve 2019 à peu près, sur cette trajectoire. Alors, du coup, dans un de tes articles de mars 2025, tu reprends l'étude de la plateforme ScaleX Invest, qui indique que plus de 70% des startups qui ont fait faillite ont levé des fonds dans les 3 années précédentes, en fait. Et donc, au-delà des 3 ans, la tendance s'inverse avec une diminution progressive des faillites. Qu'est-ce que ça dit de notre écosystème de levée de fonds? Est-ce que les startups sont suffisamment bien accompagnées post-levée, par exemple? Oui, franchement, ça débat. Alors déjà, ça veut dire que c'est pas parce que tu lèves des fonds que tu vas réussir. Ouais, bon, c'est peut-être, mais bon, faut le dire dans la tête, surtout des jeunes, quoi, qui pensent que après t'as 5 millions sur ton compte en banque et c'est facile. Non, pas du tout. Surtout que les gens après ont tendance. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui sont souvent jeunes et qui se retrouvent là avec des millions sur leur compte et en fait, je vais pas dire, mais ils le dépensent un peu n'importe comment, quoi. Donc pas accompagné, en fait. Exactement, pas assez. Alors il y a des fonds qui font très bien leur travail et d'autres malheureusement qui le font pas. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec on va dire toute une génération. C'est un peu compliqué. Et après sur ces défaillances, c'est la vie d'une start-up. On oublie encore. Alors les chiffres c'est toujours compliqué parce que juridiquement il n'y a pas de définition de start-up, mais on sait bien que il y en a très peu qui vont réussir à survivre après 3 ans. Donc en fait, c'est vrai que ça choque un petit peu tout le monde. Ce qui est un peu étonnant dans cette étude que j'ai relayée, c'est la 2e année qu'on le fait, c'est que il y a des boîtes même qui ont plus de 10 ans qui d'un seul coup vont se retrouver dans en importante difficulté, ce qui n'arrivait pas auparavant. Mais c'est parce que en général, c'est des boîtes qui avaient pas des bons fondamentaux, qui avaient un modèle économique qui tenait pas la route. Alors, je veux parler là parce que on en parle beaucoup en ce moment de insectes, donc les protéines d'insectes. Ça faisait plus de 10 ans qui étaient sur le marché, mais ils ont toujours pas vraiment vendu en fait la commercialisation, toujours pas vraiment démarré, parce que t'as pas vraiment de chiffre d'affaires. Donc il y a un moment. Tu peux injecter de l'argent, ça devient compliqué. Et est-ce que c'est les fonds du coup qui n'ont pas vu que le business model était pas serait jamais rentable ou que ce serait vraiment... en partie, je pense qu'il y a eu plein d'erreurs et ça on est en train d'enquêter un petit peu là-dessus, un peu plus à froid. Je trouve que ça va être intéressant de se dire est-ce que en fait ils ont pas vu trop grand, tu vois, de se dire d'un coup je vais faire une méga usine alors que quand même t'es une start-up, c'est quand même pas évident, t'avais peut-être pas les bonnes personnes. Souvent t'as des jeunes entrepreneurs
entrepreneurs, ils sont super bien les 5 premières années parce qu'il faut aller tout chou, c'est des guerriers. Mais après, quand il faut commencer à structurer la boîte, il faut peut-être des gens un peu plus expérimentés, ou en tout cas s'entourer de personnes, qui ont peut-être 15, 20 ans d'expérience et qui sont peut-être issus de ce secteur. Il y a plein de facteurs, mais voilà, c'est vrai que le Insect a un bon cas d'école qui, je pense, va laisser pas mal de traces. Ouais. Oui, puis ils voulaient en fait changer complètement le mode de consommation. Alors c'était pour les animaux au départ. Oui. Ça c'est pour ceux qui connaissent pas Insect, c'était une start-up qui voulait révolutionner la consommation animale et donc pour faire en sorte qu'ils puissent manger des scarabées, c'est ça, ou des insectes. Alors c'est un type particulier. Je sais pas, je veux pas parce que comme ils sont 3-4 sur le marché, je veux pas dire de bêtises sur le type d'insecte qui est utilisé. Ils utilisent pas le même tous. Il y avait déjà en fait un marché. Il y avait déjà des animaux qui mangeaient ces insectes-là. Il y avait déjà quand même. J'imagine un marché autour de ça. Mais pas encore je pense qu'ils étaient pas aussi trop en avance. Ouais, trop en avance. Et puis je parle même pas de l'alimentation humaine. Ou alors là, on est encore très loin. Bien. Ouais. C'est clair qu'il faut se motiver pour se dire tiens, je vais manger des scarabées au petit-déj. Mais intéressant. En tout cas, on comprend qu'il y a une difficulté à convertir le capital en croissance soutenable quand même. Oui, ça c'est un peu aussi le nouveau mot, tu vois, croissance soutenable, croissance profitable, croissance rentable, de se dire à un moment, même quand je dépense, je sais pas, de l'argent en coût d'acquisition, faut quand même que ça me rapporte beaucoup, parce qu'il y en a, pendant des années, il y en a qui ont dépensé en ads sur Google, mais Facebook, etc. Et en fait, ça leur coûte c'est n'importe quoi. Enfin, les métriques après, quand tu regardes et comptes le résultat, ça ne marche pas. Donc ça l'a fait un temps dans l'ancienne période, mais aujourd'hui, c'est plus du tout, en tout cas, un discours qui est tenu. Et depuis qu'il y a eu quelques aussi gros noms qui sont tombés, je parle d'Insect, il y a eu aussi Mastéos dans l'immobilier, donc l'investissement locatif. On a eu Luco, l'assurance habitation aussi. Donc c'est vrai que ça commence à faire quand même quelques exemples qui font qu'il y en a qui commencent à plus anticiper aussi. Et ce qu'on remarque, ce qui est assez intéressant, c'est justement parce que les startups, tu vois, le tribunal de commerce, elles connaissent pas, tu vois. Elles se disent, tu vois, quand elles découvrent toutes les procédures, etc. Donc là, elles commencent à être entourées. Tu as des clubs d'entrepreneurs qui font soit des petits guides, soit qui font des sessions pour leur dire, mais attendez, voilà comment ça se passe. Et puis anticiper avant la case redressement judiciaire. Il y a plein de choses qui ont des périodes, on appelle ça de conciliation, qui te permettent de rééchelonner les dettes, etc. Donc elles commencent un petit peu à s'acculturer. Mais c'est vrai que il faut le faire. J'espère que maintenant elles sont à peu près toutes au fait. Sinon, on va risquer, même si je pense qu'il y en aura encore pas mal cette année. Oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, ce que je comprends, c'est que l'heure est à la rentabilité, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 4-5 ans où on voulait juste faire de la croissance, mais sans trop réfléchir à la suite, quoi. Après, ça se trouve dans 2 ans, ça va être encore de nouveau l'hypercroissance. C'est quand même. Il suffit qu'il y ait un gros fonds américain qui arrive. Je sais pas, alors Sequoia Capital, Andreessen Horowitz qui arrive et qui dit non, allez, c'est bon, qui va déverser l'argent puis ça va être reparti. Franchement. Justement, tu parles de fonds américains. C'est quoi en majorité la nationalité des fonds qui investissent en France? Ça reste quand même pas mal français. On est quand même dans un marché très franco-français. Alors là, j'ai plus les chiffres de la part, puisque je me suis pas préparée, ce qui est mal. Mais ça reste français et européen. Il y a encore des fonds. Alors en plus, les fonds américains ont reculé parce qu'ils étaient beaucoup venus justement dans la période folle que je parlais, 2020-2021. Il y a eu ces très beaux fonds, donc je disais Sequoia, par exemple, et puis des hedge funds aussi qu'on n'avait pas vu comme Tiger, Coatue, SoftBank aussi, le japonais, qui a aussi pas mal arrosé, mais c'était sur vraiment des grosses startups, quoi. On va dire sur les levées, série A, en amorçage, etc. Ça reste quand même plutôt des fonds français et pas que des fonds, aussi de plus en plus de family office et aussi des business angels. Ça c'est que ce soit à la fois souvent c'est des entrepreneurs ou des salariés qui ont réussi à convertir leur stock option et en quelques petits millions, ça aide. Voilà. Donc il y a à peu près ça, mais ça reste quand même très 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 européen. Est-ce que tu as le sentiment que nos startups sont bien protégées ou alors qu'elles vont finir par partir le plus souvent vers d'autres cieux, vers souvent les États-Unis, vers des marchés qui sont plus compétitifs avec la possibilité de faire des levées de fonds beaucoup plus importantes?
Sur les levées, je trouve pas, puisque maintenant quand même les Américains nous ont mis sur une carte quand même. Moi qui les vois souvent, ils sont très souvent à Paris, les fonds américains. Ouais. Alors déjà souvent ils ont une antenne à Londres, ils restent là-bas parce qu'ils vont pas ouvrir un bureau à Paris, ça a pas de sens, et ils font les allers-retours en Eurostar. Mais ils sont très très souvent là maintenant, mais vraiment pratiquement toutes les semaines. Tu vas dans le quartier du Sentier où t'as toutes les startups, ils sont là dans des cafés. Donc je pense pas qu'il y a pas besoin le truc d'aller aux États-Unis pour lever de l'argent, c'est moins le cas. Alors après, si vraiment t'as besoin de lever des centaines de millions, peut-être, et encore, enfin aujourd'hui Mistral a levé avec Andreessen Horowitz par exemple. Bon, bah ils sont basés en France. Alors après, ça reste un fonds américain du coup. Oui, c'est un fonds américain. Alors après, on n'a pas exactement le détail de la table de capitalisation. Eux, ils disent que ça reste quand même majoritairement du capital européen. Parce qu'il y a aussi des corporates qui ont aussi mis dedans, et puis il reste majoritaire, enfin, et puis t'as aussi les fondateurs qui sont encore évidemment bien au capital. Ouais. Mais ce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est pourquoi les startups vont aussi aux États-Unis, c'est pour trouver des clients. Moi, je parle celle en B2B, bien sûr. Et là, il y a un moment, t'es obligé, entre guillemets, des fois de partir, parce que le marché est bien plus gros là-bas, et surtout parce que tu signes plus vite tes contrats. Enfin, moi, qui parle avec des startups, qui te dit qu'elles ont au moins à peu près 18 mois pour signer un grand compte. Enfin, c'est quand même un peu n'importe quoi. Elles vont aux États-Unis, 2 coups de fil et elles rencontrent la bonne personne dans tel big corporate aux US. Donc c'est ça un petit peu le souci, pourquoi aussi les startups vont là-bas, parce que le profondeur de marché est plus facile pour signer des comptes, quoi. Nous, c'est une catastrophe en France. Ouais, ça c'est hyper dur. Et sans forcément aller là-bas, si elles restent en France et que du coup elles font des levées américaines, au fur et à mesure elles se diluent du coup et deviennent progressivement, en tout cas étrangères, quoi. Oui, alors ça, on me dit souvent ça, et je réponds toujours pareil. Je fais les boîtes du CAC 40, tu sais, la plupart sont du capital américain. Enfin, tu vois, Total Energy aujourd'hui, alors j'ai plus, mais ça doit être au moins la moitié, c'est américain, et personne dit, enfin, on le reproche pas à Total, donc c'est pas un argument que je trouve hyper. Bon, après, faut voir que vont devenir ces startups. Comment elles vont si elles se cotent ou pas, ou si elles se font racheter par un acteur américain. Là, oui, là, ça risque d'être un peu plus problématique, mais après, bon, tu sais qu'en France, Bercy surveille beaucoup c'est les investissements et acquisitions étrangères. Bah justement, tu parles de Bercy. L'État reste un acteur clé de l'investissement via BPI France, notamment, et France 2030, ou alors encore les fonds régionaux. Est-ce que ces soutiens, pour toi, ils sont encore alignés avec les besoins actuels des jeunes pousses, ou bien est-ce qu'ils risquent de devenir des outils un peu trop rigides dans un environnement mouvant? Par exemple, les fonds américains, on l'a dit, sont plus agiles, ils proposent des levées de fonds beaucoup plus conséquentes. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Qu'est-ce que tu penses des solutions françaises? BPI a fait je pense que tout le monde dit, a fait plutôt un bon travail. Ils étaient là au tout début pour impulser, et qu'après les fonds privés arrivaient. Le truc, c'est que bon, des fois, elles ont un peu mis, BPI a mis un peu trop d'argent dans des boîtes qui étaient censées mourir avec le Covid. Bon. On va dire passons, c'était un peu le quoi qu'il en coûte partout. OK, là je pense que l'enjeu principal aujourd'hui, et c'est ce qu'ils commencent à faire, c'est de se dire faut vraiment allouer le capital là où il y en a le plus besoin. C'est-à-dire que BPI France pour moi n'a plus à financer des logiciels, des marketplaces, des trucs qu'on finance depuis 10 ans. Et c'est pour ça qu'elle fait beaucoup, de plus en plus en tout cas, de deep tech. Elle a tout un plan, et donc ça c'est pas mal. Donc la deep tech, tout ce qui va être vraiment des innovations de rupture, donc soit dans le quantique, le spatial, ça peut être aussi dans la cyber, enfin vraiment quelque chose de, toi, qui peut être même beaucoup d'issus de la recherche, etc. Donc ça c'est bien qu'ils appuient là-dessus. Avec le plan France 2030, là il y a eu des annonces récemment, donc sur les 15 milliards restants, ils vont vraiment tout mettre sur ces technologies de rupture et aussi intelligence artificielle, parce que voilà, la guerre se joue aussi là-dessus dans le futur. Donc c'est vraiment je trouve que c'est important d'aller sur des boîtes où tu te dis que il y a pas les revenus sont pas immédiats. Enfin, sur des boîtes qui doivent faire de la recherche, c'est important que BPI France soit là, que ce soit, je disais, dans les deep tech, mais aussi dans les biotech, parce que c'est des boîtes qui à terme feront de revenus, mais ça peut être très long, et c'est là qu'elles en ont vraiment vraiment besoin, quoi. Et que en plus nous on a une différenciation parce qu'on a des super écoles, universités, des super chercheurs, enfin plein de talents, donc il faut le faire. Des bons ingénieurs, bien sûr.
Alors la vague IA maintenant, voilà, beaucoup permis de dynamiser le secteur. Le sommet de l'IA en février dernier a apporté son lot d'investissements. Paris va accueillir également un centre européen de l'IA dès le mois de juin. Qu'est-ce que ça va changer pour l'écosystème ? Alors sur le centre européen, je ne sais pas trop parce que on n'a pas encore eu beaucoup d'informations. Moi, j'en ai parlé un peu avec Maurice Lévy qui est à l'origine un peu de ça. Ouais. Enfin, qui porte en tout cas ce projet avec le Forum économique mondial. Donc, pour l'instant, c'était encore, voilà, on était aux prémices, mais pour la petite anecdote, quand j'ai eu au téléphone, je l'ai un peu embêté en disant, bon, encore un centre qui va servir à rien. Et voilà, et il était, non, pas du tout, un peu énervé, mais non, moi je ne fais que dans l'opérationnel, donc on va vraiment faire des choses concrètes. Donc on peut s'attendre, si en tout cas, si ces dires ce sont exacts, à ce que il y ait vraiment je sais pas, des collaborations, enfin, des événements, des projets qui sortent de ce centre. Parce qu'après sur l'événement voilà le sommet international de l'IA, c'était sympa parce que c'était un peu notre moment JO quoi. On était tous très contents, c'était bien. Bon, il y avait quand même pas mal de couacs, mais ça a pu mettre en lumière quand même Mistral, c'est vrai qu'ils ont beaucoup misé dessus, pourquoi pas, il y a un moment cocorico, ça a pu peut-être servir un petit peu Mistral et tant mieux. Après, je suis pas sûre qu'il y ait eu des effets, en tout cas des contre-coups. Après, en tout cas, moi, c'est pas les échos que j'ai eus de gens qui ont forcément participé, mais ça peut, en tout cas, ça fait dans tous les cas du bien, mais c'est pas ça qui va faire que notre écosystème d'un coup va exploser. Enfin, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Je veux dire, OpenAI a levé il y a pas longtemps 40 milliards. Bon, voilà, 40 milliards. Il y a une force de frappe de dingue. Dès qu'ils sortent une nouvelle fonctionnalité, ça tue 50 000 startups. J'exagère, mais voilà. Donc, et maintenant, on voit ce qui se passe du côté de la Chine avec plein de startups d'IA open source qui se débrouillent très très bien. Donc voilà, on a des atouts, mais ça reste quand même hyper fragile, hein, quoi, vu ce qui nous entoure. Hein. Ouais. Donc là, les annonces d'investissement dans l'innovation, notamment au sommet de l'IA, pour toi, ça n'a pas changé la manière dont les startups françaises elles perçoivent ça. Est-ce qu'elles vont, elles se disent qu'elles vont avoir peut-être plus de soutien du gouvernement, notamment en matière de régulation? Non, parce qu'ils avaient annoncé donc les 109 milliards. Donc Emmanuel Macron était, je sais plus, au JT de France 2. Mais bon, quand tu regardes dans les détails, sur les 109 milliards, c'est que de l'infrastructure. Hein. C'est que du data center. Donc, ça va pas vraiment aider nos startups. Hein. Ça va aider, les grands providers de cloud, hein, qui ont besoin de ces infrastructures et après qui vont faire tourner les algos, etc. Mais ça va pas vraiment aider direct. Enfin, ça va pas les impacter directement. Donc, bon, c'est bien parce que bon, ça fait des petites annonces et puis ça fera un peu de travail pour le secteur du BTP, on va dire, parce qu'après une fois que tu as construit des data centers, il y a pas grand monde dedans, hein, faut pas se leurrer, mais au moins ça fait un peu, au moins sachant que le secteur du BTP va pas très bien, on se dit allez, c'est quand même une bonne nouvelle, mais après à côté de ça, c'était pas des grandes annonces quoi. Ce que je trouvais plus intéressant, c'est Mistral qui dit voilà, alors je sais plus, c'était 2-3 jours avant, je signe avec Veolia. Ça, je trouve que ça c'est une belle annonce de dire voilà des gros français qui enfin signent des gros contrats avec des startups. Ça c'est un bon signal, je trouve. Et là depuis il y en a d'autres qui ont suivi. Il y a eu Stellantis avec Mistral aussi, CMA-CGM. Donc ça c'est bien si ça peut créer des déclics dans les grands groupes en se disant il y a un moment acheter des solutions françaises au lieu d'acheter des américaines. Ça peut être. On sent quand même un engouement là suite à ce qui s'est passé. On en parlera tout à l'heure. Suite à ce qui se passe avec Trump. Le contexte, oui. Voilà. Je reste un peu encore sur l'IA. Avec l'entrée, là, il y a eu l'entrée en vigueur d'une partie de l'IA Act en février, qui a suscité un peu un vent d'inquiétude auprès de nos entreprises innovantes. Est-ce que finalement l'IA Act, c'est un règlement anti-innovation? Est-ce que tu penses que ça fait peur les startups? Oh évidemment. Toujours. La réglementation, elles sont pas très fans en général. Ça dépend pourquoi. Non, mais blague à part, c'est là, il y a eu une première slave effectivement en février qui n'a pas vraiment d'impact sur l'innovation parce que c'était
voilà, il y a certaines IA qui sont interdites. Tu vois, le scoring des gens. Bon, c'est des trucs évidemment de toute façon qu'on ne fait pas en Europe. Donc là, pas vraiment d'impact. Par contre, en août, une deuxième partie va entrer en vigueur, et là, qui va plus réguler, en tout cas les modèles. Ils vont demander plus de transparence aux modèles. Donc ça peut effectivement impacter, principalement ceux qui font des modèles. Donc il y en a pas beaucoup. Donc évidemment Mistral, mais on sait pas encore non plus. On n'a pas encore tous les tenants et aboutissements de cette réglementation, parce que tu dois avoir le code des bonnes pratiques de l'IA qui doit arriver prochainement, qui est en discussion. Là, il y a des voix qui sont en train de s'élever en disant il y a beaucoup de lobbying de la part des géants de la tech pour quand même minimiser un petit peu minimiser ce texte. Donc pour l'instant, on peut pas encore. Moi, je me bats encore trop me prononcer sur ce qui va se passer. Moi, je pense que finalement, s'il y a beaucoup de pression des lobbies de la tech, ça les empêchera pas eux d'innover. Par contre, c'est toujours la même chose, c'est que c'est les petites startups qui risquent peut-être plus d'être embêtées parce que elles ont pas la force de frappe, elles ont pas les armées d'avocats, etc., les conseils pour les mises en conformité en fait. Ouais. Mais je pense qu'il y aura peut-être aussi après des outils qui vont être créés, tu sais, des logiciels qui vont te permettre de te plugger, faire hop, t'es compliance. Bon, Parce que tu dis, je trouve que ça traduit assez bien les deux approches en fait qu'on observe aujourd'hui dans le monde entre la culture américaine et la culture européenne. T'as à la fois la culture américaine qui produit des réglementations au service de son business, et la culture européenne qui produit des réglementations pour proposer une concurrence pure et parfaite entre les États, y compris avec les États hors Union européenne, afin de proposer les meilleurs prix, les plus compétitifs à ses citoyens, au détriment de son industrie du coup. Est-ce que, toi qui suis les avancées de la tech partout dans le monde, est-ce que tu penses que le modèle européen pour la tech est viable à long terme? C'est déjà je trouve qu'il y a pas un modèle européen, parce que franchement chaque État fait ses petits trucs. Tu vois, déjà il y a très peu de champions européens déjà dans la tech. Franchement, à part Spotify, lui qui est un champion mondial. On a peut-être Klarna. En France, il y a très peu en fait de startups. Alors il y en a, elles sont en général sur 3-4 pays maximum. Espagne, Italie, Allemagne. Mais alors c'est très compliqué l'Allemagne parce que les Allemands achètent allemand pour le coup. Royaume-Uni depuis le Brexit, il y en a plein qui sont partis. Donc c'est pour moi c'est pas vraiment encore un modèle qui est parfait. Enfin, vaut mieux souvent. C'est pour ça qu'il y en a plein qui partent tout de suite aux États-Unis. C'est moins contraignant qu'à chaque fois d'aller attaquer chaque marché. Alors c'est pour ça que je trouve intéressant. On verra si ça devrait passer en 2026, mais de créer en tout cas, ils poussent la commission pour créer un 28e régime, et ça va être bien, qui va permettre vraiment d'harmoniser plein de choses, plein de règles. Alors les startups, ils vont voir sûrement pour en fait l'ouvrir à d'autres types d'entreprises. Ça peut vraiment changer. C'est-à-dire que d'un coup, quand tu vas dans un pays, vraiment, t'as rien à faire, quoi. Tu prends tes bureaux et tout va bien. Tu peux attaquer le marché. Ce qui est un des gros freins aujourd'hui. Pour nos auditeurs, du coup, qui connaissent pas le 28e régime, c'est ce qui doit permettre aux PME de pas avoir à s'enregistrer dans chaque pays de l'Union européenne. Voilà. Et la Commission européenne indique que les entreprises innovantes pourront bénéficier d'un ensemble unique de règles partout où elles investissent. Et donc opérer dans un marché unique. Ça, c'est l'objectif. Ça vient d'être voté, c'est ça? Non, c'est pas encore. Il y a eu des consultations, mais ça a l'air d'être en bonne voie pour qu'après la commission propose, Mais parce que pour l'instant, c'est pas encore clair. En 2026, alors plutôt. Ce serait pour 2026. En tout cas, c'est ce qui se dit en ce moment. Et là, vraiment, ça changerait quand même beaucoup de choses, je pense, pour les startups. Ouais, tu penses que ce nouveau règlement, il pourrait ouvrir la voie à la création de puissance dans la tech européenne et concurrencer les GAFAM, les BATX, etc. Espérons. Après, je sais pas si on arrivera encore, toujours à créer. Et ce qui est en plus, je trouve aussi dommage des fois, c'est que les startups, alors elles regardent les US parce que je l'ai dit tout à l'heure, profondeur marché, ça va très vite là-bas. Mais je trouve qu'elles regardent pas assez en Asie, notamment Asie du Sud-Est. Elles vont pas non plus trop voir, même juste pour s'inspirer ce qui se passe en Afrique. Donc ça reste quand même, elle reste très portée, nous surtout en France, très portée sur le marché national, parce que la France c'est pas un petit pays, mais c'est pas un grand pays non plus. Donc tu te dis
bon, je reste. Et c'est un peu pareil pour quand même pas mal de pays, sauf Israël qui est vraiment le pays, l'exception par excellence, mais parce que tout petit pays et que tout de suite, faut sortir pour aller chercher des clients. Et alors, toujours dans l'objectif de simplifier les réglementations, donc l'Europe a proposé, est en train de travailler sur un 28e régime. La France, elle est en train d'étudier la loi de simplification qui est en cours d'examen au Parlement, qui propose de réserver 15% du montant total des lots d'un marché public portant sur des travaux, fournitures ou services innovants dont la valeur estimée est inférieure à 143 000 euros. Donc à réserver donc ce 15% aux jeunes entreprises innovantes. Est-ce que tu penses que ça peut changer la donne? Bon, c'est un bon signal. Je sais pas si complètement tout changer, mais de se dire que on facilite en tout cas la commande publique pour les startups, c'est quand même déjà un bon début parce que les administrations sont quand même utilisent beaucoup les solutions américaines, alors qu'après ils vont te dire souveraineté. Donc il y a un moment, c'est vrai que ce serait bien d'avoir faire des actes. Alors la commande publique c'est bien, c'est une bonne chose. Après, moi, je trouve qu'il y a aussi la commande privée. Ça c'est quelque chose sur lequel la mission French Tech essaie de pas mal travailler, je trouve, parce qu'on parle beaucoup des financements, mais il y a un moment, l'argent il vient aussi surtout de tes clients, faut pas l'oublier. Et ils ont mis en place toute une initiative pour essayer de doubler au moins la commande publique d'ici 2027. Donc moi, j'ai hâte d'avoir les chiffres, et notamment auprès des grands groupes. BPI France fait aussi à lancer des initiatives. Ça semble, en tout cas, les projets sont pas arrêtés, donc c'est déjà pas mal. Et voilà, moi j'ai un peu tous les échos des startups qui disent que ça va. Elles arrivent à contracter avec des grands groupes, d'autres qui disent que c'est toujours autant la galère. Mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est vraiment le sujet sur lequel il faut se focaliser, parce que tu crées un écosystème à partir du moment où t'as des gens qui achètent tes solutions, parce qu'après on achète tes solutions, toi de l'argent, tu peux investir, etc. Enfin, c'est un cercle hyper vertueux, et j'espère vraiment que là ça va se débloquer pour la. Il était temps, je pense, parce qu'on est clairement en retard par rapport aux États-Unis qui ont un pourcentage réservé de leur commande publique pour les startups depuis pas mal de temps déjà. Ouais. Alors en plus, tu as aussi notamment le ministère des Armées qui est aussi un gros qui travaille aussi avec beaucoup de startups. Ça c'est autre chose. Mais oui, nous on a clairement du retard, et pourtant je trouve que c'est vraiment un des enjeux majeurs. Au-delà de se dire oui, les grands groupes ils doivent investir dans nos startups. Bon, déjà achète les solutions et après on verra. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, depuis plusieurs mois, donc il y a une certaine instabilité politique aux États-Unis avec le retour d'un discours protectionniste, des incertitudes réglementaires et des tournants brutaux sur les sujets technologiques. Ça génère une inquiétude chez de nombreux acteurs économiques, y compris en Europe, et encore plus ces derniers jours avec les annonces des frais de douane. On sait plus très bien où on en est. Cette incertitude, elle a des répercussions directes sur les stratégies d'approvisionnement technologique. Donc là, lors du dernier Forum InCyber en 2025, plusieurs délégations étrangères ont clairement exprimé leur volonté de diversifier leurs solutions et pour ne plus dépendre exclusivement d'acteurs américains. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a pas mal d'acteurs français aussi qui se disent on va peut-être finalement enfin considérer des solutions françaises plutôt que les solutions. T'as eu le patron Total aussi quand même, Pouyanné, qui a quand même pris la parole et qui a été hyper remarqué. Déjà, c'est rare de les voir s'exprimer, les grands patrons, sur ces sujets, mais qu'il a dit j'en ai marre d'avoir que, alors j'ai plus les citations exactes, mais d'avoir que AWS, Google, d'avoir que des choix américains pour mon cloud. Il dit ça m'embête. Et ça a fait quand même beaucoup parler les gens, parce que c'est vrai que dans le cloud, difficile. Ouais. Effectivement. Et donc en tout cas, est-ce que cette volonté de souveraineté, est-ce que tu penses qu'elle est réellement structurante pour les startups locales, ou est-ce que ça reste encore un peu marginal? Est-ce que tu penses qu'on est sur un trend un peu comme l'hypercroissance, là, on va vraiment être à fond sur la souveraineté nationale? Ça va peut-être être le mot de l'année, je ne sais pas, après la rentabilité. Hyper souveraineté. En tout cas, c'est vraiment dans les discussions dans les grands groupes, nous évidemment dans les startups, dans le monde de la tech. Donc je pense que il y a plein de gens qui vont commencer à y réfléchir. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce que ça va se traduire par des actes? Je sais pas. Il y a des startups qui ont des très bonnes alternatives
aux Américains, mais il y a des fois tu ne trouves pas, donc la question se pose pas. Moi, ce que je vais regarder avec intérêt, c'est notamment sur le contrat du Health Data Hub, alors je sais jamais comment on l'appelle ça, ou la plateforme de données de santé de l'État, là, parce qu'ils ont lancé un appel d'offres, parce qu'aujourd'hui c'était donc le prestataire était Microsoft, qui avait déjà fait beaucoup jaser, et donc là j'ai hâte de voir qui ça va être. Est-ce que finalement l'acteur qui va répondre le plus au cahier des charges, malheureusement, ça sera un Américain, ou vraiment va tout faire pour que ce soit un Français et puis jouer encore une fois la carte de souveraineté, je sais pas. Mais en tout cas, ça me fait penser aussi au cas de Mistral qui joue beaucoup sur cet aspect-là, et ça marche quand même pas mal dans les grandes entreprises qui aiment bien aussi avoir tout on-premise, donc chez elles. Donc ça peut être un argument, ça doit pas être du tout le seul argument, parce que si tu dis j'ai une solution souveraine, les gens ils veulent surtout une solution qui marche, qui soit performante d'abord. Après, ce qui est surprenant, c'est que là, c'est surtout suite aux annonces de Trump qu'il y a une sorte qui a mis une sorte de coup de pied dans la fourmilière de la souveraineté. Mais en fait, ça existait, ça fait longtemps, tu vois, avec le FISA, que les États-Unis ils peuvent collecter nos données, les données des citoyens étrangers, et que leurs agences de renseignement peuvent les analyser. Ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années. Donc en fait, je suis un peu surprise de ce côté de la réaction en fait du gouvernement français, de certaines entreprises françaises qui disent tiens, c'est vrai que maintenant il faut vraiment qu'on change, il faut vraiment qu'on fasse attention. Mais ça fait est-ce qu'ils étaient naïfs ou est-ce qu'ils avaient, je sais pas, c'est assez surprenant. Et puis comment expliquer en parallèle que encore il y a 15 jours, on apprend que le ministère de l'Éducation nationale ou Polytechnique choisissent Microsoft et pas des solutions françaises qui existent pour le coup. Ça, j'ai pas eu le temps de bien regarder le dossier effectivement avec Polytechnique, etc. C'est parti un petit peu dans tous les sens. Alors, est-ce que c'est juste parce que, encore une fois, ils ont choisi la solution la plus performante et à un moment, c'est comme ça s'appelle la concurrence, quoi. Ou est-ce qu'il y a tellement un fort lobby de certains acteurs qui fait que tu te diriges vers eux? Ça, franchement, j'ai pas assez d'éléments moi pour pouvoir répondre, mais c'est sûr que ça pose plein de questions, mais là je vais botter en touche sur cette question. Question pas facile. Non. Alors la rentabilité, les dynamiques géopolitiques et commerciales, elles redessinent en profondeur l'écosystème tech mondial, et le modèle économique de start-up française en 2025. Donc on l'a vu, il se pense plus seulement à l'échelle nationale et européenne, il est vraiment intimement lié à l'équilibre technologique mondial. Si on prend un exemple concret, en mars 2025, il y a l'investisseur britannique Harry Stebbings qui lance le Project Europe, donc un fonds de 10 millions d'euros qui est destiné à soutenir les entrepreneurs de moins de 25 ans afin de contrer la fuite des talents vers les États-Unis. Comment est-ce que cette initiative peut renforcer l'écosystème européen face à la concurrence internationale ? Ouais, ce projet, je sais pas trop quoi en penser. Ouais. C'est bien, de toute façon, d'avoir toujours plein d'initiatives. Là, ce que Harry Stebbings a fait, c'est en très peu de temps d'arriver à aller chercher beaucoup d'investisseurs, de les réunir autour de cette cause très rapidement. Bon, le petit bémol, moi évidemment, le côté féministe qui va dire il a pas été chercher beaucoup d'investisseuses femmes, ce qui est un peu dommage parce qu'après, quand tu investis, souvent tu investis un peu dans des gens qui te ressemblent ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que du coup je me dis qu'après ils vont investir dans beaucoup d'hommes, c'est un peu dommage. Mais sinon l'idée est très bien de se dire on va chercher les très jeunes, on va leur donner leur chance. J'espère juste que ce sera pas que les jeunes vont être accompagnés aussi. Qui vont être accompagnés et qu'on tombe pas sur toujours les mêmes profils parce que tant mieux, ça veut dire, mais est-ce que ça va les empêcher d'aller après aux États-Unis? Franchement, je sais pas, mais en tout cas, c'est toujours quand même une initiative qui est bienvenue et peut-être qui donnera d'ailleurs qui fera un petit peu effet boule de neige et ça tant mieux.
Ce qui est le plus important, je trouve, c'est que peut-être aussi des Français qui étaient partis aux États-Unis il y a quelque temps, reviennent en fait. Ça, je trouve que c'est un move qu'il faut regarder, leur dire, regardez, revenez chez nous parce que on a un super cadre, parce qu'on a plein de talents, parce qu'on a plein de choses. Ça, je trouve que c'est bien. On a vu quand même quelques-uns revenir ces dernières années. Je pense à Alexandre Lebrun. Qui avait quand même vendu 2 boîtes aux États-Unis et qui est revenu créer. La dernière a été rachetée par Facebook, par Meta, et il est revenu quand même en France après. Il a créé sa boîte Nabla, donc qui est aussi dans l'IA pour les médecins. Donc ça c'est bien. Donc voir s'il n'y a pas aussi d'autres mouvements là aussi de chercheurs. On va voir comme Trump vire un peu tous ces chercheurs. Est-ce qu'il y en a pas qui on va peut-être les attirer chez nous. Bon, encore quand ils vont voir les salaires, ils vont se dire bon non, je vais peut-être pas venir en France. Mais c'est ça que je trouve aussi ce move de revenir, en tout cas, ça, c'est à surveiller. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à nos talents. Tu dis qu'on a beaucoup de talents. Moi, j'entends que la French Tech, elle continue de souffrir d'un déficit de talents techniques, notamment en cybersécurité, dans les infrastructures, l'intelligence artificielle. Est-ce que ce manque, il est lié à une question d'attractivité, justement, peut-être les salaires, de formation, ou juste à une incapacité des startups de proposer des trajectoires pérennes à ces profils? Non, ça fait je sais pas combien d'années qu'on dit qu'il y a pas assez, il y a une pénurie des talents. Bon oui, c'est comme ça. Il y a quand même. Bon après, faut voir que l'IA rebat aussi pas mal les cartes parce que tu auras techniquement besoin après quand même de moins de développeurs sur certaines choses. Il y a le no-code qui se développe vachement, donc c'est bien, ça va peut-être attirer des gens un peu moins techniques et du coup à ouvrir à des profils très différents. Moi je pense que le gros souci c'est aussi d'aller chercher des jeunes filles, parce que si tu augmentes ton pipeline de jeunes femmes qui font des études dans la tech, c'est bien, ça te fait tu grossis le gâteau, mais alors ça c'est un sujet qui remonte à l'école et à l'éducation, on n'a toujours pas réussi à craquer le problème, mais sinon je trouve que il y a quand même à peu près ce qu'il faut sur certaines tu as vraiment des trucs très spécifiques dans les semi-conducteurs, là c'est très très difficile de trouver, mais globalement il y a quand même plein d'offres aujourd'hui, de plus en plus de formations. Je vois aussi dans la cyber, il y a une école qui a été créée là il y a pas longtemps. Cybersup, je crois. Il y en a pas mal maintenant. Voilà, il y en a plein qui se créent. Bon, après, je sais pas quels sont les niveaux, etc. Mais au moins, il y a quelque chose. Le privé se dit à un moment, il faut donner peut-être envie aux gens, et puis en accentuant en plus sur le côté très IA, qui est un peu shiny. Donc les gens se disent, je travaille dans l'IA, mais bon, il y a encore plein de challenges. Ouais. Tu parlais des jeunes femmes tout à l'heure, et je sais que le sujet de la diversité, c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur. Ça me tient à cœur également puisque je suis engagée dans l'association Women for Cyber France, qui est une association qui vise à promouvoir la cybersécurité auprès des femmes et les femmes dans la cybersécurité. Et je me demandais, j'étais intéressée par avoir ton avis sur en quoi la présence des femmes dans les filières tech transforme réellement les modèles, les usages, les innovations. Qu'est-ce que ça apporte à la tech? De toute façon, moi, je pars toujours du principe, plus t'es dans une équipe qui est diverse, variée, plus la boîte va être en général performante. T'as plein d'études qui montrent que quand t'as des boîtes tech dirigées par des femmes, la performance est meilleure que leurs homologues masculins. Donc ça c'est bien déjà de ce point de vue-là. Après, moi, ce que j'essaye toujours de dire, c'est que quand on parle de femmes dans la tech ou tu parles les femmes dans la cyber, c'est pas forcément des personnes qui sont là à faire du code, qui sont avec des capuches dans le noir, tu vois. Faut dire que dans la cyber, il y a plein de métiers. Toi, tu fais de la communication, il y en a qui font du marketing, il y en a, je sais pas, qui font du produit. Il y a plein de choses. Donc, c'est une variété aussi de métiers. C'est ça qu'il faut aussi, je trouve, montrer aux jeunes femmes. Et d'ailleurs, nous, pour faire un peu l'instant promo, mais à Vivatech, tous les ans, comme
On est co-actionnaire de cet événement. Les Échos, on organise tous les samedis sur notre stand, le samedi matin en général, un événement. On appelle en général 5 femmes de la tech qui travaillent dans des très grandes entreprises. On avait, je crois, la VP Airbus, Tech, tu vois, des gros profils et qui viennent expliquer. Et on invite plein de jeunes lycéennes et collégiennes à venir et à poser des questions. Puis leur rôle, elles sont là tout de suite. C'est la première chose qu'elles disent, c'est déjà, elle lève la main. Enfin, je fais toujours un petit sondage qui a fait des études de tech et tout. Et en général, la moitié, elles ont pas fait des études de tech. Et après, elles expliquent qu'est-ce qu'elles font. Et en fait, les filles, elles sont ah oui, d'accord, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est bien de montrer que c'est hyper varié. Et tu fais également, tu as une rubrique chaque semaine qui s'appelle la fondatrice de la semaine, oui. Où tu mets en avant des entrepreneurs, des entrepreneuses. Oui, sur LinkedIn. Ouais, toutes les semaines, là, j'en suis presque à 150, là. Ouais. Et puis, je prends n'importe quelle femme qui est entrepreneuse. Alors, il y a toujours une petite variante tête. De temps en temps, je me fais un peu plaisir. Je fais un petit resto, un petit machin. Je trouve ça marrant. Mais il y a toujours un lien avec la tech, quand même. Mais voilà, c'est juste pour, encore une fois, pareil, montrer la diversité, de se dire que les filles, elles font pas que vendre des bijoux en ligne, qu'il y en a justement, j'ai eu des profils dans la cyber, j'ai eu des profils dans l'IA. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de femmes dans l'IA, bah moi j'en ai quand même eu, c'est bizarre. Voilà, pour essayer de montrer et puis que ça, voilà, qu'on n'ait pas toujours aussi les mêmes entrepreneuses en tête. Super, en tout cas, super initiative. Et du coup, dans cette dynamique, est-ce que les médias économiques et spécialisés ont pas un rôle actif à jouer pour déconstruire justement ce récit dominant, encore très ancré, d'un univers tech très masculin? Est-ce que les médias peuvent contribuer à reconfigurer les représentations dès la source, en valorisant d'autres figures et d'autres récits? Bah oui. Alors moi, là, ce que je fais, là, c'est sur LinkedIn parce que moi, c'est un rendez-vous toutes les semaines. Et puis bon, nous, dans les Échos, on a un quotidien, donc il y a besoin d'avoir une actualité pour parler de la personne. Donc au moins, ça me permet sur LinkedIn, la personne n'a pas obligé d'avoir une actualité, donc ça c'est bien. Mais oui, les médias ont complètement leur rôle, c'est-à-dire que sinon, quand tu ouvres le journal, tu ouvres plus vraiment le journal en réalité, il y en a de moins en moins qui lisent le papier, mais tu vas sur le site et tu scrolles et en fait il y a 10 hommes sur la page d'accueil, tu te dis bon, ça donne pas très envie quand t'es une fille de lire ça. Donc moi je trouve que c'est important d'essayer. Alors, parfois, on n'a pas le choix parce que j'ai un moment, quand tu interviews tel patron du CAC 40, pas de bol quand même. Il y en a sur les 40, il y en a que 3 qui c'est des femmes. C'est comme ça. Mais d'essayer à chaque fois d'aller chercher, de faire un pas de côté, de trouver quelqu'un à un très haut niveau dans ce groupe qui impulse la stratégie, je sais pas, tu vois. Moi dans la tech par exemple, on essaye aussi beaucoup de le faire, je pense à la dernière levée de fonds d'OpenAI, tu vois, 40 milliards, au lieu de refaire un énième portrait de Sam Altman, je pense que tout le monde commence à comprendre qui c'est. Plutôt moi j'avais fait le portrait de Sarah Frier qui est la CFO d'OpenAI, donc quand même la fille qui est un peu impliquée dans une levée à 40 milliards, quoi. Ouais. Donc sympa, et puis super parcours parce qu'elle a emmené deux boîtes en bourse. Enfin, donc voilà, c'est aussi essayer de faire des pas de côté et de montrer d'autres profils d'une autre manière, tout en étant quand même resté collé à l'actu. Pour conclure, j'aimerais inverser un peu les rôles. Toi qui passes tes journées à interroger les autres, à analyser, à démontrer les mythes ou à en raconter des nouveaux, s'il y avait une idée reçue sur la tech que tu aimerais enterrer une bonne fois pour toutes, et à l'inverse, un projet que tu rêverais de lancer toi-même, loin du bruit ambiant, ce serait quoi? Voilà, une idée reçue, c'est que peut-être que c'est entre guillemets facile de faire beaucoup d'argent quand on est dans la tech. Donc, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Ouais, parce qu'on voit beaucoup de gens qui vont te dire j'ai levé tant, des boîtiers je fais 1 milliard, ou des mecs qui commencent à dire je vaux 1 milliard. Non, c'est pas vrai. Donc c'est pas facile. La plupart des boîtes, on l'a assez dit, font faillite. C'est difficile pour plein d'entrepreneurs, etc. Donc non, c'est pas un bon moyen de faire de l'argent. Il y a d'autres moyens de faire de l'argent plus facilement. Oui, il y a beaucoup de contraintes aussi d'être entrepreneur. C'est vrai que le côté rose sur lequel on communique quand on a enfin fait une levée de fonds, mais il y a quand même beaucoup de contraintes à côté. Ça. Et après, sur le projet que j'aimerais lancer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si t'as un projet que tu rêverais de lancer un jour, loin du bruit ambiant, est-ce que...
Non, jamais je lancerai une start-up parce que beaucoup de gens me demandent à force. T'as vacciné? Ouais. Ouais, parce que déjà tu vois la galère, parce que moi je vois vraiment la galère que c'est. Donc non merci de devoir tu vois m'assurer que les gens vont bien être payés tous les mois. Moi ça serait une angoisse, je n'arriverais pas à dormir, je pense. Et en plus c'était tellement mono-sujet, moi je ne supporterais pas de dire tu vois, je sais pas. J'ai une boîte dans la cyber, d'être sur les sujets cyber toute la journée. Moi, je pourrais pas. J'aime bien être sur plein de trucs en même temps. Donc non, pas du tout de. Très bien là où t'es. Pour l'instant, en tout cas, oui. Merci beaucoup, Charlie. Merci alors. C'est la fin de cet épisode. Merci à toi, Charlie, de t'être prêté au jeu de mes questions. Merci à tous qui nous écoutaient. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez les clips vidéo de cet épisode sur mon LinkedIn, Anne-Laure de la Rivière. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite dans l'œil de la cyber.